19h50, le magazine Images à l'appui présenté par Catherine Durieux avec un reportage ce soir sur des campeurs désespérés notamment puisque leur camping est un véritable champ de bataille. 20h20, un épisode inédit de votre série événement Les Experts et à 21h15, une comédie dramatique Tout peut arriver. Très bonne journée à vous tous. L'amour est dans le pré, c'est reparti avec 10 nouveaux agriculteurs. Pourquoi sont-ils célibataires? Qu'attendent-ils de l'amour? Pour la première fois, ils vont tenter leur chance et se présenter à Julie Taton et aux téléspectateurs de RTL TVI. Manu, je me sens un peu seule là, moi. L'amour est dans le pré revient dimanche à 20h20 sur RTL TVI. À vendre, à acheter, c'est tous les mardis sur RTL TVI. Découvrez les joies et les difficultés de 3 familles dans leur recherche immobilière. À l'occasion de ce nouveau rendez-vous, participez à notre grand concours et remportez chaque semaine la somme de 1 000 € cash ainsi qu'un superbe coffret Vivabox d'une valeur de 399 €. Pour jouer, répondez à cette question. Qui doit-on contacter lors de l'achat d'une maison? A. Le juge. B. Le notaire. C. Le médecin. Envoyez A, B ou C par SMS au 66 47. Le gagnant sera connu dans notre émission du mardi 4 mai. Mars, la fusion du meilleur caramel et chocolat au lait. Pour refaire le plein d'énergie. Mars, et ça repart. Essentiel pour faire de votre intérieur un espace de bien-être. Changez d'atmosphère. Route du Condro à Neupré. Essentiel, un regard neuf sur votre intérieur. Essentiel. Je travaille sur le bouquin le plus important du XXe siècle. Tu aurais pas pu dire de la décennie? Howard Hughes, le milliardaire? Il autorise son autobiographie. Il exige que ce soit Cliff qui l'écrive avec lui. Quand ça va se savoir que c'est un faux, qu'est-ce qui va empêcher ce type de nous poursuivre en justice? Bon, on n'a pas le droit de photographier un document du gouvernement, c'est un délit. Tu vas le mémoriser, toi? Allez, prends une photo. L'analyse graphologique confirme que vos lettres de Howard Hughes sont authentiques. À 100%. $1 million et pas moins que ça. Vous avez dit $1 million? S'il y a la moindre chance que vous soyez un imposteur, je vous poursuivrai en justice pour vol qualifié et aussi pour escroquerie. Votre manuscrit est authentique. C'est un petit chef-d'œuvre, Cliff. C'est vrai? Plus j'arrive à en faire des tonnes et plus j'arriverai à convaincre tout le monde. On frôle la perfection. Quand la réalité dépasse la fiction, Le Faussaire avec Richard Gere, une grande première fascinante, jeudi à 20h25. Madame, Messieurs, bonjour. La Belgique est le premier pays européen à l'avoir décidé puisque la Chambre a voté jeudi dernier l'interdiction de la burqa dans les espaces publics. Nous en parlons dans un instant avec nos 2 invités. Voici les principaux titres du journal de 13h avec la pluie qui est au programme depuis hier. Une bonne nouvelle pour les cultures car le mois d'avril a été exceptionnellement sec et ensoleillé. On a compté 223 heures de soleil au lieu de 156 pour un mois qualifié d'habitude de normal par l'Institut Royal Météorologique. La nappe de pétrole aux États-Unis au large de la Louisiane en déplacement sur les lieux de cette catastrophe écologique. Le président américain Barack Obama a affirmé qu'il s'agissait probablement de la plus importante marée noire de tous les temps. Un étrange réveil ce matin pour Peter De Crème. Un automobiliste a percuté volontairement son domicile avec sa voiture. Il a tenté de défoncer la porte du garage de la propriété du ministre de la Défense. Les eaux souterraines en Wallonie sont de plus en plus polluées. Une information et un constat publié ce matin par le journal Le Soir. Les nitrates et les pesticides retrouvés dans l'eau seraient en augmentation. La qualité de l'eau du robinet resterait toutefois meilleure que les différentes normes internationales. Et puis la météo, un temps couvert cet après-midi. Il y aura des possibilités de pluie fine. Les températures sont comprises entre 6 et 9 degrés. L'interdiction de la burqa. 2 invités pour en parler. Nadia Geertz, vous êtes agrégée en philosophie et vous êtes l'auteur du livre Fichu voile qui est paru aux éditions Luc Pire. Et puis Julien Pierret, vous êtes membre de la commission justice de la Ligue des droits de l'homme. Monsieur Pierret, tout d'abord, peut-être pour commencer, parlons de cette proposition de loi qui a donc été votée jeudi soir par la Chambre. Un vote à la majorité, il y avait 2 abstentions simplement. Ce n'est pas un texte qui dit explicitement que la burqa est interdite. C'est plus subtil que cela. Hein. Non, tout à fait. L'article qui est proposé, c'est un article du Code pénal qui punit
d'une amende et ou d'une peine de prison le fait de dissimuler son visage sur un lieu accessible au public. Maintenant, au-delà de ce libellé très, très général, les députés avaient en tête la burqa, puisqu'elle apparaît de façon permanente dans les travaux parlementaires de cette loi. Madame Geers, on parle, je pense, enfin on parlait dans les débats de la burqa et de la niqab, du niqab, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a une différence majeure ? Différence majeure à mes yeux, non. Disons que la différence est que la burqa masque également les yeux à travers un grillage, alors que le niqab laisse lui les yeux apparents. Et dans les deux cas, ça empêche effectivement l'identification, et donc ce sont des vêtements, si on peut les appeler vêtements, qui sont concernés par la proposition de loi. Tout à fait, oui. On va passer à une première question. Claude, un habitant de Flobec, voici ce qu'il nous a écrit par mail. Le voile intégral de la femme symbolise plus un asservissement décalé qu'une liberté d'expression philosophique. La loi doit être la même pour tous les concitoyens d'un pays, dit-il. Pas d'entrave à la reconnaissance des personnes dans les lieux publics. Tout porte à croire que l'islam se victimise à chaque occasion. Madame Geers, que pensez-vous de cela ? Est-ce qu'interdire la burqa, pour vous, c'est une entrave à la liberté d'expression ? Pour les femmes dont il est question. Je pense que, évidemment, c'est une entrave à la liberté d'expression d'une part, mais d'un autre côté, je pense que brandir les libertés individuelles pour revendiquer le droit de porter la burqa ou le niqab, c'est quand même une interprétation assez curieuse des libertés individuelles, puisqu'en fait, ce type de vêtement a précisément pour but, pour fonction, de nier l'individualité même de la personne. Et donc, effectivement, je voudrais revenir sur ce que votre téléspectateur dit, sur la victimisation. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter de brandir cet argument de la victimisation à tout bout de champ et considérer qu'en démocratie, aucune liberté n'est absolue. Toutes les libertés peuvent être limitées en fonction d'autres libertés qui sont également à garantir dans un état de droit. Donc vous êtes plutôt pour la proposition de loi, pour l'interdiction ? Oui, tout à fait. Oui. Quel est l'élément principal qui fonde votre position ? Alors l'élément principal, c'est difficile. Je crois qu'il y a un faisceau d'éléments. Je dirais qu'il y a d'une part la dignité, l'égale dignité de l'homme et de la femme, donc le refus de voir des femmes être obligées finalement de ne se déplacer dans l'espace public qu'à condition de porter un vêtement qui les annihile totalement. Il y a l'aspect aussi de la sécurité, évidemment, qui a été déjà abondamment évoqué par les partisans de l'interdiction. Et je pense aussi qu'il y a un argument de type politique, c'est-à-dire qu'au fond, ce vêtement, si on peut appeler ça un vêtement, traduit une forme de soutien à des régimes politiques qui sont en fait l'exact contraire, l'exacte négation de nos régimes démocratiques occidentaux. Il faut quand même jamais oublier que la burqa, le niqab, ce sont des tenues qui sont prônées par les islamistes qui, ces dernières années, commettent des attentats contre l'Occident. Et donc je pense qu'à ce titre-là, on doit pouvoir réagir vis-à-vis de ces signes-là de la même manière qu'on réagit par rapport à n'importe quel type de fascisme. En même temps, on a eu des messages de gens qui nous disaient... On n'a jamais vu quelqu'un avec une burqa réaliser un hold-up ou faire un attentat. Ah ben si, justement si. Il y a eu plusieurs événements ces dernières semaines ou mois de cambriolage dans des bijouteries, par exemple, effectués par des hommes qui étaient dissimulés sous une burqa. Monsieur Pierret, quel est votre sentiment, vous ? Oui, enfin, pardon, excusez-moi. Oui, je vous écoute. Je voulais juste rebondir sur l'argument de la sécurité publique. Il n'y a bien entendu aucun lien entre la commission d'une infraction et le fait... la façon dont on s'habille. Les cambrioleurs portent peut-être des burqas, mais portent aussi des cangoules, parfois n'en portent pas. Donc je pense qu'il n'y a pas un lien entre ce vêtement et l'atteinte à la sécurité publique. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la méthode est quand même interpellante. Nous traversons une crise politique sans précédent, nous traversons une crise économique très importante et le Parlement, à la sauvette, sans auditionner qui que ce soit, adopte une loi pénale. Et ça, on pourra discuter de l'outil pénal et de sa pertinence, adopte une loi qui, finalement, stigmatise des centaines de milliers de personnes qui partagent une religion, qui aiment ce pays et qui sont également, comme tout un chacun, victimes de la crise économique. En même temps, c'est un texte qui a été adopté pratiquement à la majorité par un Parlement qui représente le pays. Bien vous allez entendu. me dire la majorité n'a pas toujours raison, mais là la majorité est importante. La majorité est importante, mais vous savez, la question de la domination des femmes, la question de l'intégration de différentes cultures, de différentes religions dans un espace public collectif sont des questions extrêmement complexes. Ces questions-là, on ne peut pas se contenter de les voter en un quart d'heure. Il faut auditionner des gens, il faut réunir des avis à la fois juridiques, mais également sociologiques. Vous regrettez par exemple de ne pas avoir été entendu une association comme la vôtre, la Ligue des droits
de l'homme? Oui, mais pas seulement, non, pas du tout, pas seulement la Ligue, mais également, vous savez, en Belgique francophone, c'est la partie que je connais le mieux, nous avons des centres de recherche parmi les plus brillants du monde dans les questions migratoires. Où sont ces personnes? On ne les a pas entendues, que ce soit dans les universités de Liège, de Mons, de Namur, de Bruxelles, de Louvain-la-Neuve. Ces gens n'ont pas participé au débat public. Pour nous, c'est un problème. En même temps, sur la liberté d'expression, et peut-être pour répondre à ce que disait Mme Geert, est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle loi peut, d'une certaine façon, aider ces femmes qui n'ont peut-être pas le choix et qui se sentent obligées de porter la burqa? Vous savez, une loi pénale n'a jamais aidé qui que ce soit. Vous savez... En tout cas, la personne qui est visée. Oui. On n'a pas aidé les femmes lorsqu'on a pénalisé... C'est un peu dur pour le code pénal, ça. Oui, peut-être, mais le code pénal n'a pas pour ambition d'aider les gens qui en sont victimes. Le code pénal, c'est punir, ce n'est pas aider. Il ne faut pas tout confondre. Vous savez, quand on a pénalisé l'interruption volontaire de grossesse, il n'était pas question d'aider les femmes. Dépénaliser. On l'a d'abord pénalisé avant de la dépénaliser. Et par ailleurs, on ne l'a pas dépénalisé totalement, mais quand on a dépénalisé, quand on a sorti cette question du droit pénal, c'était pour effectivement aider les femmes. Je pense qu'on doit sortir la question du droit pénal, et sortir cette question du droit pénal, ce sera le premier pas pour effectivement aider ces femmes. On va... Madame Geert. Oui, je voudrais réagir à la question de la stigmatisation, puisque monsieur a évoqué l'idée que finalement des centaines de milliers de personnes pouvaient se sentir stigmatisées. Et moi, je crois au contraire qu'il y a des musulmans dans ce pays qui sont très contents qu'enfin on mette un stop à l'islamisme. Il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi pas mal de gens en Belgique qui sont des musulmans, qui sont peut-être des immigrés ou des descendants d'immigrés, et qui savent très bien pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont en Belgique. Parce que ce sont des régimes démocratiques, justement, sur lesquels ils comptent pour mettre un frein à cette montée de l'islamisme. Et donc moi je ne pense pas du tout que la communauté musulmane dans son ensemble, qui à mon avis ne veut pas dire grand-chose, monsieur et madame musulman, ça n'existe pas, puisse se sentir stigmatisée par cette loi. Je crois qu'au contraire, certains s'en réjouiront. Rappelons que c'est une minorité qui porte la burqa. Je ne sais pas s'il y a eu un décompte, on parle de plusieurs dizaines, vous êtes d'accord avec ce chiffre en Belgique? Une infime minorité, et ça aussi c'est questionnant. Utiliser la loi pénale, qui est la loi la plus symbolique, pour finalement une question qu'on n'arrive pas à objectiver très précisément. Il y a quand même un déficit d'études sur les motivations de ces femmes, sur l'importance du phénomène. Prendre une loi pénale me paraît tout à fait disproportionné, effectivement. On va passer à une question suivante. Elle est posée par Nadine qui habite Cours-Saint-Étienne. Je trouve bien que l'on interdise la burqa dans notre pays, dit-elle. Nous devons être ouverts aux autres traditions et aux autres religions, mais il ne faut pas renier nos valeurs. Je crains par contre que ce texte ne mène à l'avenir à interdire d'autres signes religieux. Je pense au crucifix autour du cou, par exemple. Madame Geert, est-ce que vous comprenez cette inquiétude? Est-ce qu'elle est justifiée? Je la comprends et en même temps, moi j'ai l'inquiétude inverse. C'est-à-dire que j'ai un petit peu la crainte que l'interdiction de la burqa et du niqab, qui a été effectivement votée relativement vite, puisse être ensuite utilisée comme une espèce de... d'outils de négociation pour ne pas interdire les signes religieux à l'école, par exemple. Et donc ça me fait que peur, parce que je pense que le problème des signes religieux à l'école est beaucoup plus important et préoccupant que le problème du voile intégral à l'heure actuelle dans la société belge. Et vous pensez qu'il faut les interdire, ces signes religieux? Je pense qu'il faut les interdire, mais pas dans l'espace public, pas dans la rue, pas dans les cafés, les restaurants, etc. Mais dans certains lieux, je dirais symboliques, comme l'école ou comme les administrations pour les fonctionnaires publics, là je pense qu'il faut les interdire, oui. Monsieur Pierret, quand cette téléspectatrice dit la burqa, ça va à l'encontre de nos valeurs, ici en Belgique ou en Occident, vous la comprenez? Mais oui, bien sûr, mais vous savez, personne n'est pour la burqa. Et moi, quand je rencontre quelqu'un qui porte une burqa, oui, ça provoque un effroi. Simplement, je pense qu'on ne va pas résoudre cette question, qui est une vraie question, par l'outil pénal. Je veux dire, pour prendre un exemple simple que tous les spectateurs et les spectatrices comprendront. À titre personnel, je suis contre l'alcoolisme. Je suis contre la séropositivité. On ne va pas interdire pénalement l'alcoolisme et on ne va pas interdire pénalement la séropositivité. Dieu merci, la politique ne se réduit pas au code pénal. Il y a toute une série d'actions, de gammes, qui peuvent être mises en œuvre pour traiter cette question. Nous pensons que la loi pénale réduit un problème complexe sous une disposition brutale et simpliste. En même temps, l'alcoolisme, vous avez la prévention, vous avez toutes les campagnes. Bon, c'est difficile de comparer l'alcoolisme au sujet dont on parle, évidemment. C'est pour vous montrer qu'on ne réagit pas seulement par le mode pénal. Comment toucher et comment arriver à convaincre ces gens qui portent la burqa, qui sont peut-être effectivement, d'une certaine manière, en dehors de la société? Comment est-ce que vous allez réussir à entrer en contact avec ces gens-là? Puisque si je comprends bien, vous estimez qu'il ne faut pas pénaliser les choses, mais tenter de convaincre. C'est comme vous le dites, la plupart des gens pensent que la burqa n'est pas une bonne chose. La loi pénale... Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Oui, je vais y venir. La loi pénale, mécaniquement, elle entraîne la clandestinité. On l'a vu avec la prohibition, on l'a vu avec l'avortement. Donc, ces femmes-là, on ne les rencontrera plus sur la voie publique. Donc, on ne pourra plus parler avec elles. Et moi, je pense qu'il y a des politiques publiques à mettre en œuvre. Vous savez, l'État, c'est pas 150 députés. L'État, c'est des fonctionnaires, c'est des services sociaux, c'est toute une série de personnes
qui peuvent rencontrer les femmes qui portent la burqa, qui peuvent essayer de dialoguer avec elles, avec l'objectif que d'ici 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, elles enlèvent ce voile intégral. On va passer à une question suivante, une question assez précise qui est posée par Philippe Botson. Beaucoup de musulmanes sont vêtues d'un long voile qui va de la tête aux pieds, mais qui laisse apparaître le visage. Est-ce également une burqa et est-ce interdit aussi, Madame Geertz, peut-être pour répondre directement à cette question. Non, clairement non. Donc la loi vise clairement les vêtements qui masquent, qui dissimulent le visage. Donc tant que le visage est apparent, il n'y a aucune raison de légiférer et d'interdire. Et donc les vêtements dont parlent ces téléspectateurs, ce n'est pas une burqa. Ce n'est pas une burqa, ce n'est pas un niqab et ce n'est pas visé par la loi. Peut-être pour revenir sur la burqa et cette question nous le permet, d'où vient la burqa? Est-ce que le port de la burqa est inscrit dans un texte ou dans un autre? D'où vient-il? Est-ce qu'il est porté depuis longtemps, par exemple? Écoutez, alors selon le spécialiste de l'islam Olivier Roy, la burqa, c'est quelque chose qui est apparu il y a 20 ans dans les pays du Golfe et au Pakistan. Donc clairement, ça n'est pas une tradition religieuse quelconque qui justifie le port de ce type d'accoutrement. Et ça n'est certainement pas mentionné dans le Coran, puisque déjà pour la question du voile, les musulmans eux-mêmes sont divisés, puisque le seul verset du Coran qui parle du voile dit que les femmes doivent rabattre leur voile sur leur poitrine. Donc il n'y a rien d'extrêmement précis dans le Coran, contrairement par exemple aux prescrits alimentaires pour lesquels il est très clair. Le Coran revient à plusieurs reprises sur le fait qu'on ne peut pas consommer tel et tel type d'animaux. Pour ce qui est de l'habit ou de la tenue vestimentaire des femmes, c'est extrêmement flou. C'est ce qui rend d'ailleurs intéressante la question de savoir pourquoi quelque chose qui est si peu défini dans le Coran prend aujourd'hui une telle importance. Ce qui m'amène à dire qu'à mon sens, c'est une question politique bien plus que religieuse. Et donc pour vous, parce que c'est vrai qu'on entend souvent des gens dire on ferait mieux de s'occuper de la crise économique, bien sûr il faut s'en occuper, c'est une question dont le politique a bien fait de se saisir? Oui, c'est une question dont le politique a bien fait de se saisir, parce qu'écoutez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on ne parlait pas de voile intégral. Ça n'existait pas en Belgique, on n'en voyait aucun. Aujourd'hui, on en voit peut-être quelques dizaines ou quelques centaines, je ne sais pas. Si on ne fait rien, je pense qu'inévitablement, ce phénomène va augmenter. Je crois qu'on est vraiment aux prises avec un islam radical qui tend à s'imposer et qui teste les limites de la démocratie. Donc je pense que ça n'a pas de sens d'attendre qu'il y en ait 5 000, 10 000, 100 000 pour dire stop. C'est un stop symbolique pour moi. M. Pierret, il nous reste 20 secondes. On sait que le Sénat va peut-être se pencher sur le texte après la Chambre. Est-ce que vous estimez qu'il doit le faire et est-ce qu'il doit le modifier? J'imagine que oui, après ce que vous avez dit dans cette émission. En tout cas, s'il décide de le faire dans ce climat quand même un peu bizarre, et donc dans la précipitation juste avant la dissolution des chambres, qu'il le fasse, mais alors qu'il prenne le temps d'interroger des gens qui connaissent la question et qui prennent le temps d'interroger ces femmes qui portent le voile intégral. On ne les entend pas. Si on reconnaît leur autonomie pour les pénaliser, alors reconnaissons leur autonomie pour les entendre. Et dans ce cas, si on entend d'autres personnes, bien entendu, le vote sera reporté après les élections, très probablement. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Demain, nous parlerons de la catastrophe écologique qui touche les côtes de la Louisiane aux États-Unis après l'explosion sur une plateforme pétrolière en mer, une plateforme qui perd chaque jour 800 000 litres de pétrole qui sont donc déversés dans la mer. À demain donc. Dans un instant, le journal de 13h. Dans votre vie, vous allez démarrer votre voiture plus de 36 000 fois. Fermer votre portière plus de 73 000 fois. Prendre 11 autostoppeurs. Changer de vitesse 4,5 millions de fois. Transporter 6 machines à laver. Partir 50 fois en vacances avec votre famille. Croquer 2400 pommes sur le chemin du travail. Et éviter 8 obstacles inattendus. Dans votre vie, vous passerez plus de 20 000 heures au volant. La nouvelle Auris de Toyota. Le plaisir de la qualité, jour après jour. IMEA Jour et Nuit vous aide pendant la ménopause. Grâce aux capsules jour spécialement conçues pour la journée et aux capsules nuit pour la nuit. Pour bien dormir et vous réveiller en pleine forme. IMEA s'occupe de moi et ça se voit. Ah, préparez-vous vous aussi à aimer le matin. Mon réveil sonne, je me lève, je suis heureuse. Le soleil brille, on ne peut trouver mieux. Tout va très bien et la vie me sourit. Elle est si belle et je me dis Actimel, tous les matins. Actimel, oui, tous les matins. Et maintenant, grattez sur le pack Actimel et gagnez 1000 éveils lumière de Philips pour vous aider à démarrer à un rythme encore meilleur.
malgré une prestation qui a divisé le jury. C'est très simple, moi j'ai trouvé que Stéphanie était limitée sur la voix. C'est beau, l'eau qui frémit alors qu'on sait qu'elle va bouillir. Stéphanie, notre candidate belge, s'est qualifiée in extremis et reste dans la course. Stéphanie. Elle fait désormais